pour aller plus loin dans la qualification de ce n'importe quoi qui nous est inculqué, donc par militarisation, par dressage, par zombification. Donc, je vais essayer de le qualifier en faisant appel à finalement des notions classiques. En fait, c'est-à-dire que c'est le contraire de la vertu, au sens classique, puisque en fait la question qui se pose aux zombificateurs, à l'ingénieur social, c'est comment pousser à faire ou à laisser faire n'importe quoi. Et donc, finalement, quand on regarde un petit peu sur le long terme à quoi ça correspond, ça correspond à une déconstruction de l'esprit classique. Donc par la déconstruction du signe, enfin par l'éclatement du signe, par exemple. On voit ça dans le théâtre, puisque le théâtre classique, c'est unité de lieu, de temps et d'action. À partir du romantisme, cette unité classique est attaquée. Et ça peut produire des chefs-d'œuvre, il n'y a pas de problème. Mais le débat n'est pas là. C'est-à-dire qu'on a tous les droits en art. Ça, moi, je pense qu'il faut vraiment être clair là-dessus. On n'a pas tous les droits dans la société, enfin, je veux dire, au jour le jour. On n'a pas tous les droits en politique. Maintenant, qu'est-ce que faut-il donc en fait transposer en éthique la psychologie classique est une quête de vertu, donc, et la zombification consiste à abandonner cette quête de vertu. Alors que faut-il entendre par vertu? Bon, voyons les auteurs classiques. Donc Platon est l'un des premiers, donc le fondateur de la philosophie occidentale, fondamentalement avec Aristote. Donc distinguer 4 vertus principales: la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Alors après, quel sens on donne à tout ça? Mais bon, là, je brasse de l'information, après j'essaye de dégager le concept. Je fais de la philosophie. J'essaye de dégager l'essence, l'eidos, de la multitude empirique. Donc, et grâce à donc oui, ensuite Aristote, donc, dans l'éthique à Nicomaque, varie un petit peu. Donc pour lui, alors c'est dans le livre 2, chapitre 6, donc je cite: « Ainsi donc la vertu est une disposition à agir d'une façon délibérée, consistant en un juste milieu relatif à nous, lequel est rationnellement déterminé, et comme le déterminerait l'homme prudent. » Donc là, il y a quelque chose qui apparaît, c'est l'idée donc de rapporter l'estimation des choses par rapport à notre intérêt, par rapport à nous, et justement par rapport aussi à l'idée qu'il faut le déterminer comme un homme prudent. Et la notion de juste milieu apparaît aussi. Ensuite, Cicéron revient là-dessus aussi, donc là on est chez les Romains, et qui dit, qui lui en fait définit la vertu, les 4 grandes vertus classiques, c'est donc la prudence, la tempérance, la force, la justice. Et ensuite, puis Saint Augustin, dans un ouvrage intitulé Des mœurs de l'Église catholique et des mœurs des manichéens, au chapitre 15, dit, la citation est un peu plus longue, ouvrez les guillemets, donc si la vertu est le chemin du bonheur, que peut être la vertu sinon amour souverain pour Dieu? Quand donc on dit qu'elle est quadruple, je crois qu'on l'entend des divers états de cet amour. Alors parenthèse, quadruple, parce que traditionnellement, il y a 4 vertus, 4 vertus cardinales. Et ces 4 vertus plaisent à Dieu, que leur efficacité soit dans tous les cœurs, comme leurs noms sont dans toutes les bouches. Voici comme je les définis sans hésiter. La tempérance, c'est l'amour se donnant tout entier à l'objet aimé. La force, c'est l'amour supportant tous les maux à cause de l'objet aimé. La justice, l'amour soumis au seul objet aimé, et par suite régnant sur tout le reste avec droiture. Enfin, la prudence, c'est l'amour faisant un choix judicieux de ce qui peut lui être utile, à l'exclusion de ce qui peut lui être nuisible. Donc, ensuite, il conclut en disant que ça doit être évidemment au service de l'amour de Dieu. Mais je veux dire, même dans un discours métaphysique, théologique, on voit apparaître que, effectivement, les vertus, en fait, ne peuvent pas être distinguées d'une forme d'utilitarisme. C'est-à-dire que c'est ce qui ensuite va faire la différence entre un fanatique religieux et un croyant ou pas forcément croyant, mais en tout cas imprégné de vertus, de valeurs chrétiennes par exemple, ou de valeurs classiques, notamment véhiculées par le christianisme ou par la philosophie grecque et les penseurs romains. Donc, en fait, si je vais au concept, donc la prudence, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de distinguer ce qui m'est utile de ce qui m'est nuisible.
La prudence est un utilitarisme, hein, donc un pragmatisme. Et distinguer entre ce qui m'est utile et ce qui m'est nuisible, hein, tout est là fondamentalement. Pour une vie d'homme ou de femme, enfin d'homme avec un grand H, d'être humain accompli, ça vole pas haut, hein, mais je veux dire, à notre époque, je crois qu'il faut vraiment revenir à ça. Et cette capacité de distinction est très exactement ce que la zombification essaye de brouiller, pour vous faire accomplir volontairement des actes nuisibles pour vous. C'est-à-dire en fait pour vous faire perdre toute notion de prudence. Et donc les vertus cardinales, hein, finalement, se résument en 3 mots, hein, c'est maîtrise de soi. Cultiver le juste milieu, donc savoir dire non aux extrêmes. Mettre en place en fait, finalement, des zones de désescalade, hein, pour lutter contre les phénomènes de rivalité mimétique, hein, décrits par René Girard, hein, et qui sont au contraire exploités par l'art militaire pour fabriquer des radicalisés, notamment. C'est-à-dire en fait pour mettre en place des automatismes qui aboutiront en fait à une escalade quasi automatisée, quoi. C'est-à-dire en fait, c'est-à-dire une montée, un crescendo de violence par effet de vengeance, par mécanisme de vendetta. Donc effectivement, je pense que à titre personnel, je pense que la paix est toujours dans l'intérêt du peuple, hein, je suis un populiste intégral. Et donc je vois les phénomènes de radicalisation toujours, tous les phénomènes qui en fait nous font basculer finalement dans l'émotion à l'état pur, quoi, et puis dans l'irrationnel, quoi. Or bon, ça, j'ai fait des études de philosophie, j'ai dû être marqué par ça, mais effectivement, bon, je suis, à titre personnel, très soucieux, effectivement, de juste milieu, de choses. Enfin, il n'y a pas que la philosophie grecque, hein, qui parle de ça, évidemment, hein. Je veux dire, le Confucius et les sagesses asiatiques et puis toutes les sagesses finalement. Donc il faut, la zombification consiste à nous faire sortir de ces vertus classiques, hein, qui ont été vraiment prisées par toute l'humanité, quelle que soit la culture, hein, je veux dire occidentale, chinoise, fondamentalement, toutes les cultures ont prisé cette sagesse, alors y compris les cultures orales, hein, je veux dire, les cultures africaines n'ont pas écrit, hein, leur texte fondateur, hein, ça se transmettait oralement, mais le principe, hein, de l'arbre à palabre, etc., ça consiste toujours à mettre en place une zone de désescalade, fondamentalement. C'est-à-dire qu'on on arrête de se taper dessus, hein, entre voisins, parce qu'il y a un contentieux, il y a un problème avec, je sais pas quoi, j'ai 10 brebis, il y en a un qui en a 11, et puis j'aimerais bien en avoir une de plus, toutes ces en gros, tout ce qui peut dans un corps social, hein, provoquer des tensions, peut être effectivement rationalisé et contrôlé, et par en fait la diplomatie. À la fin, c'est ça. C'est-à-dire en fait par la rationalisation langagière. Donc, en revanche, effectivement, la zombification consiste à nous faire perdre l'usage du langage. À partir du moment où on ne parle plus, c'est gagné. Enfin, c'est gagné pour le sorcier, hein, pour le zombificateur, pour l'ingénieur social. Il faut arriver à ce qu'il y ait rupture, hein, de l'échange verbal. Et là, les mécanismes de rivalité mimétique peuvent dérouler, hein, c'est l'autoroute. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des comportements finalement d'impatience, d'imprudence, qui montent aux extrêmes très rapidement. Hein, avec plusieurs types. Après, ça va être en quelque sorte aspecté. Hein, ça va avoir des traductions en fonction des origines socio-économiques des gens. Par exemple, effectivement, il y a le gauchisme. Bon, il y a aussi Emmanuel Todd qui avait inventé l'idée de catholique zombie, hein, pour qualifier en fait ces gens qui en fait finalement ne vont plus à l'église, enfin pas forcément, mais qui vivent selon un principe de compassion universelle et d'ouverture totale, de tolérance à tout. Hein. C'était après les manifs de Charlie Hebdo. Donc les Américains ont un terme pour ça, c'est le Cuxervatives, abrégé en Cux. Hein, c'est le cocu, quoi, en fait, le conservateur cocu, qui finalement ne se distingue plus vraiment de l'antifa ou du gauchiste, pour qui en fait finalement la société est ouverte, et c'est le pied, quoi, c'est le paradis.
Donc il s'agit donc et là en l'occurrence on est dans le zombie qui laisse faire n'importe quoi. C'est pas le zombie, parce que bon, le conservateur, il se respecte, hein, je veux dire, il va le conservateur, le catholique zombie va à l'église le dimanche, mais bon, il pense comme Bergoglio, hein, il pense qu'il faut effectivement ouvrir sans limite les portes de nos maisons, il faut ouvrir nos pays, il faut laisser rentrer des millions de clochards. Ce qui évidemment n'arrangera pas les choses, donc d'où la nécessité de revenir à un sens pragmatique et donc à la prudence et en fait à tout ce qui concerne l'intérêt bien compris. Est-ce que c'est mon intérêt bien compris de laisser rentrer des millions de clochards dans mon pays? Non, évidemment. Et ce n'est même pas l'intérêt bien compris de ces millions de clochards, fondamentalement. Enfin, qu'ils viennent chez moi ou qu'ils rentrent chez moi. Le zombie fait n'importe quoi, donc, et où il laisse faire n'importe quoi. Le dénominateur commun des deux, c'est l'absence de limite. Hein, si on dit que la psychologie classique est une quête de vertu, la zombification consiste à abandonner cette quête de vertu pour se mettre finalement en quête de satisfaction et de satisfaction immédiate, si possible. C'est la jouissance immédiate, le tout de suite. Le travail de la vertu s'oppose à la satisfaction immédiate, comme le long terme s'oppose au court terme. Et ce qui caractérise le zombie qui fait n'importe quoi, hein, ce qui le distingue de l'humain normal en quête de vertu, c'est son impulsivité, déchaînée sans limite. Avec parfois une libido, effectivement, elle aussi déchaînée et sans limite, et avec des phénomènes de compulsion de répétition, voilà. C'est-à-dire que l'absence de surmoi, hein, c'est ça, en fait, c'est l'absence de limite intériorisée. Donc, c'est l'anomie intérieure, hein, qui ensuite peut avoir, logiquement coïncide avec une anomie extérieure, mais tout ça c'est sous pilotage. Hein, n'oubliez pas, nous sommes dans un chaos contrôlé. Donc le zombie n'ayant pas intériorisé la limite, il rencontre la limite à l'extérieur. Hein, c'est tous les comportements, enfin c'est aussi le film avec James Dean, où en fait il faut, où le jeune ne rencontre, enfin dans les années 50 ça a commencé, il y a eu aussi ce phénomène là de la Beat Generation, enfin qui a commencé à poser aussi les fondements, hein, de cette culture de l'illimité. Hein, donc On the Road, hein, sur la route, Kerouac, etc. Pareil, c'est un chef-d'œuvre, ok, d'accord, mais c'est de l'art. Je veux dire, ça ne doit pas déborder de ce domaine. Et puis, donc, toute cette culture, hein, toute cette sous-culture, cette subculture, cette contre-culture qui s'est mise en place à partir des années 50. Donc, cette contre-culture de l'hédonisme et du déracinement, de la désaffiliation. Et qui aboutit, oui, effectivement, finalement à produire, en réalité, non pas simplement des toxicos qui ratent leur vie, mais aussi par dissémination, par contamination de tout le corps social, qui en fait aboutit à militariser ce champ social. Ce qui n'est pas évident à premier abord, parce qu'on a l'impression que c'est finalement un modèle de société antimilitariste, mais en réalité pas du tout. C'est une autre forme de militarisation, adaptée à l'époque, hein, adaptée à ce monde VUCA, qui devient complexe, qui devient effectivement avec des boucles de rétroaction, hein, où il devient difficile de prévoir ce que je fais, parce que en fait, ça va m'impacter quasi instantanément. À partir de là, je suis obligé de penser sur deux champs simultanés à la fois. Donc le zombie n'ayant pas intériorisé la limite, il rencontre la limite à l'extérieur. C'est-à-dire que, en fait, ça c'est un principe aussi dévoilé par la psychanalyse, c'est que quand la limite n'est pas intériorisée, on la cherche à l'extérieur, parce qu'on en a besoin fondamentalement. D'où les comportements à risque. Hein, tous les comportements effectivement de prise de risque. Donc encore une fois, transgression de la prudence, transgression des règlements de l'instinct de conservation. Donc cette limite, hein, qui n'est pas intériorisée, on va la chercher, enfin le jeune, hein, l'adolescent, va la chercher à l'extérieur, avec les phénomènes d'affrontement, hein, d'affrontement physique, qui peuvent être évidemment facilement récupérés pour faire de la chair à canon en Syrie, en Ukraine, un peu partout, quoi. Parce que le zombifié, hein, le zombie, n'ayant plus de limite intériorisée, ne la trouve donc qu'à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il part, en fait, et cette limite sera formée par quelque chose de plus fort que sa volonté. Enfin, il n'y a que comme ça qu'elle se manifeste, cette limite. C'est en fait un individu plus fort, hein, ou une limite matérielle.
Donc un mur, tout simplement, ou quelqu'un de plus fort qui va lui coller une raclée. Et là, bon, voilà, c'est la limite, là, c'est le choc du réel, le retour du réel, quoi. Et en fait, on ne peut arrêter le zombie. Hein. Le zombie ne s'arrête pas de lui-même, jamais. Donc on ne peut arrêter le zombie qu'en étant plus fort que lui physiquement, ou en lui imposant une limite physique. Et c'est-à-dire qu'il est incapable de s'arrêter de lui-même, ou après un échange langagier rationnel, hein, puisqu'en fait, sa conscience est non réflexive. Donc en fait, un échange langagier rationnel consiste à envoyer des informations que l'autre en face va intérioriser et va intégrer dans son mécanisme. Voilà. Mais comme il n'est plus capable de revenir sur son mécanisme, sur ses automatismes, sur son conditionnement, l'échange rationnel tombe à plat. Vous avez peut-être rencontré des gens avec qui vous discutez pendant 10 minutes, vous avez l'impression qu'effectivement ça marche, quoi. Vous transmettez de l'information, et puis au bout de 10 minutes, vous vous rendez compte par une petite réflexion que la personne n'a rien compris du tout. Voilà. Et ça arrive très souvent, et là on a l'impression d'avoir affaire à une machine, ou un zombie, quoi, c'est-à-dire un être qui ne fonctionne plus de manière rationnelle, c'est-à-dire qui ne fonctionne plus dans l'échange symbolique, hein, c'est-à-dire qui n'est plus capable d'intérioriser un message verbal qui va contredire son automatisme, enfin c'est-à-dire son conditionnement premier. Donc on a affaire effectivement à des psychopathes ou à des sociopathes. Des psychopathes quand ils sont vraiment sous influence, ou des sociopathes qui peuvent vivre autour de nous, hein, et qui en fait ont un rapport toujours assez étrange au langage, un rapport purement instrumental, hein, c'est-à-dire qu'en fait ils vous écoutent mais ils en ont rien à foutre. En fait pendant qu'ils vous écoutent, pendant que vous discutez, ils se demandent comment je vais pouvoir utiliser cette personne. Voilà. Et donc ça c'est le sociopathe, hein, qui peut avoir une vie, qui peut être socialisé. Le psychopathe, lui en général, n'a même plus vraiment accès au langage. Donc en fait il répète en boucle des slogans, hein, en fait, c'est-à-dire des ordres. Ça donne un djihadiste, ça donne effectivement un antifa, hein, qui répète en boucle, un conditionnement machinique. Ça peut donner un fasciste aussi, ça peut donner, c'est-à-dire qui est persuadé que Poutine vraiment est je sais pas quoi, mange un enfant tous les matins, ce genre de choses, qu'il faut à tout prix abattre la Russie. Voilà. Et en fait, le point commun aussi, hein, de tous ces individus, c'est vraiment le problème avec le père, hein, puisque le père est ce qui fixe justement une limite intériorisée en principe. Hein, ça, c'est des catégories de psychologie assez élémentaires. C'est-à-dire le père est ce qui fixe une limite à la jouissance. C'est le père qui dit non, hein, c'est pas la mère. Donc le meurtre du père, hein, c'est-à-dire la fin du patriarcat, la fin de l'autorité, signifie la fin des limites, et le règne des zombies, hein, donc ces individus sans limite, hein, sans surmoi, radicalement étrangers à toute forme donc, de quête de vertu. Avec donc des phénomènes de compensation, hein, puisque le jeune djihadiste est en quête de vertu, en théorie, au niveau du signifiant. Hein, c'est-à-dire il dit quelque chose, il verbalise quelque chose. Le problème, c'est que suite à l'exploitation que fait l'ingénierie sociale de l'éclatement du signe, quand quelqu'un dit quelque chose, il peut en fait vouloir dire autre chose, et même le contraire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire qu'on est en fait avec deux étages, hein. Il y a un discours visible et qui peut signifier, et ça on le voit bien par exemple dans la propagande d'État. On nous parle de tolérance, en fait, il n'y a pas plus intolérant que l'idéologie officielle. On nous parle d'ouverture, il n'y a pas plus fermé. On nous parle de vérité, il n'y a pas plus faux que toutes les vérités, pas les vérités officielles, mais oui, il n'y a pas plus faux que les vérités officielles. On en est vraiment aujourd'hui, aujourd'hui, on expérimente, hein, ce que les surréalistes ont finalement un peu tenté de manière expérimentale, c'est-à-dire en fait la déconstruction complète du sens. Et qui dit éclatement du signe dit éclatement du sens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on en est à écouter, par exemple, des représentants politiques qui tiennent un discours qui, en réalité, est exactement à l'opposé de ce qu'ils veulent dire. Il y a détachement total du signifiant et du signifié. C'est ce qui est particulièrement inquiétant. En fait, c'est un peu la double pensée là, d'Orwell, hein, qui se généralise, quoi. On est capable, effectivement, de dire quelque chose et de faire le contraire.
ou de laisser faire le contraire. Hein. Donc, en tenant un discours rationnel, en fait, on propage l'irrationnel, ou on laisse propager l'irrationnel, le n'importe quoi. Donc, comment maintenant, en fait, on peut se poser la question, comment parvenir à vous faire n'importe quoi, hein. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, enfin ce que je viens de développer. Et puis maintenant, je me pose la question, comment parvenir à ce que vous laissiez faire n'importe quoi. Donc comment fabriquer votre passivité. Parce que faire n'importe quoi à quelqu'un, bon, ça suppose quand même une activité, hein. Donc ça, on a affaire du zombie actif. Laisser faire n'importe quoi, là c'est un autre débat. Il faut construire la passivité. Comment? En anéantissant votre combativité, en vous inculquant la résignation, le découragement, hein, selon les principes de l'impuissance apprise, qui ont été théorisés notamment par Martin Seligman, qui est un psychologue de la CIA, ou Henri Laborie, hein, bon là de manière beaucoup moins, je dirais, maligne. Hein, bon, Henri Laborie, donc le fameux biologiste qui a travaillé justement sur comment pousser des souris à se laisser mourir, enfin à se laisser, comment anéantir la combativité ou l'agressivité des souris de laboratoire en interdisant finalement, en les mettant dans un dispositif de test expérimental qui va aboutir en fait à ce qu'elles se laissent mourir. Et donc il s'agit à chaque fois donc de pousser finalement les gens au suicide, hein, en réalité, hein, en vous inculquant que tout est fichu. Ou alors en neutralisant la combativité, en l'orientant sur des fausses pistes, hein, par exemple les groupuscules, la fuite individuelle, hein, allez, je laisse tout tomber, je vais cultiver mon jardin au fond des bois, ou voilà. Enfin, un peu ce que Una Bomber a essayé de faire. En fait, il y a toute une critique, hein, de la société industrielle qui peut aboutir à ça, mais c'est une fausse piste. Et en fait, ou alors en faisant la promotion de solutions radicales, hein, qui font peur à la moyenne des gens et qui sont de toute façon inapplicables. C'est-à-dire qui sont inapplicables, enfin qui sont des absurdités politiques, parce que la politique, fondamentalement, c'est la masse, hein, c'est les grands nombres. En particulier, alors que l'on soit en position de pouvoir ou que l'on soit dans la masse soi-même. Alors bon, comme là, nous sommes dans la masse, hein, tous les gens qui sont dans cette pièce font partie de la masse, fondamentalement. Notre intérêt, évidemment, n'est pas d'opter pour les groupuscules, parce que ce qui nous protège, c'est qu'on est nombreux. Là, il faut faire un peu sociobiologie, hein, voir justement alors Henri Laborie, par exemple, ou d'autres auteurs. Hein, c'est comment les herbivores, hein, peuvent-ils se défendre contre les prédateurs? C'est en étant nombreux. Donc le prédateur, lui, peut se permettre d'être finalement groupusculaire, parce qu'il a effectivement il a des griffes, il a des crocs, il a et puis une certaine agilité. Là où l'herbivore n'a que ses sabots, voire quelques cornes. Donc on voit bien dans la nature, hein, comment les herbivores se protègent contre les prédateurs. C'est en faisant front, hein, c'est en étant nombreux, le plus nombreux possible, en formant un troupeau compact. Hein, et en mettant les enfants à l'intérieur, etc. Et en fait, il faut transposer ça, hein, en politique, dans le champ, parce que malgré tout, oui, certes, nous ne sommes pas nous sommes des animaux dotés du langage, quoi. Et en fait, il y a des logiques sociobiologiques, hein, qui nous concernent aussi, qui peuvent être transposées, hein, du règne animal à l'humain. Et d'où l'idée que, effectivement, en fait, en réalité, si on est nombreux, on peut peser, vraiment. Mais il faut organiser ce nombre. Hein. Je veux dire, le troupeau de zèbres, hein, peut effectivement intimider les 4 ou 5 prédateurs qui lui tournent autour et qui vont abandonner, qui vont se dire, je vais m'attaquer à des proies plus faciles. Mais ça suppose effectivement qu'on soit nombreux et structurés, en mettant de côté évidemment les égoïsmes individuels, qui peuvent être individuels au sens d'un individu, mais qui peuvent être aussi groupusculaires, hein, ou en fait associatifs. Il s'agit donc en fait de comprendre quelque chose, hein, c'est que la conquête du pouvoir par les urnes est tout à fait faisable à condition de le faire. Hein, donc le pouvoir va essayer de persuader de ne même pas essayer de le faire. Et de mettre en place, donc le pouvoir essaye de mettre en place des verrous psychologiques, notamment du type c'est infaisable.
À partir du moment où vous croyez que c'est infaisable, évidemment, vous n'allez pas essayer de le faire. Il s'agit d'inculquer le découragement pour que, justement, en fait, en dépit de vos valeurs, vous laissiez faire n'importe quoi. Et là, on retrouve cette séparation du signifiant et du signe, enfin, cet éclatement du signe. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui tiennent un discours, et ils sont sincères, un discours de valeurs, et qui laissent faire n'importe quoi, par découragement. Et c'est tout aussi dangereux, finalement, que l'individu radicalisé qui tient un discours et qui fait le contraire, techniquement sur le terrain. Alors, voilà, donc cette tolérance, en fait, il s'agit donc de fabriquer finalement, enfin, de faire accepter l'inacceptable, aussi avec finalement une espèce de fatalisme, de résignation, du type on n'a pas le choix, maintenant c'est comme ça, voilà. Bon. Donc les jeunes générations sont comme ça, les enfants sont tous hyperactifs, ça devient normal, ça devient... Voilà. Et donc pour fabriquer cette tolérance à tout, donc effectivement, il faut généraliser cette conscience non réflexive, qui ne revient pas sur les dissonances cognitives, sur les contradictions internes. C'est-à-dire qu'elle peut chérir les causes dont elle déplore les effets. Vous connaissez tous la phrase de Bossuet, Dieu se rit des individus qui déplorent les causes dont ils chérissent les effets. En fait, il faut réussir à généraliser cette contradiction interne. C'est-à-dire qu'il faut être capable de tolérer tout et son contraire. Et on arrive effectivement donc à un modèle de conscience non réflexive qui finalement ne critique plus rien, qui est dans l'acceptation, dans le oui à tout. C'est-à-dire qu'il s'agit d'en finir avec la possibilité de dire non. Donc d'en finir avec le père. C'est le père qui dit non, c'est pas la mère. Dans un schéma oedipien. En fait, le véritable ennemi du pouvoir, c'est la conscience réflexive. Pourquoi ? Parce qu'elle discrimine et elle distingue. Elle ne tolère pas tout et son contraire. Donc le découplage entre parole et comportement, est un symptôme justement de cette transgression, de ce dépassement de la conscience réflexive par une conscience non réflexive qui accomplit un certain nombre de comportements automatiques sans jamais revenir par la réflexion rationnelle sur les conséquences et sur ce qui se passe. On en arrive donc à un nouveau modèle cognitif clivé, et ce clivage doit devenir normal. Il faut réussir à effectivement ne pas voir ce que l'on voit, par exemple. Alors là, il y a un exemple concret, là récemment, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui a une amende de 5 000 € pour avoir parlé d'invasion migratoire. Et donc il y a Renaud Camus qui lui répond. Là, c'était là en début du mois, quoi. Et qui, donc sur son blog, Renaud Camus a envoyé un petit texte de soutien à Dupont-Aignan. Et alors je vais vous le lire parce que c'est toujours très bien écrit. Renaud Camus est un lettré, et qui lui dit « Monsieur le député, ne vous inquiétez pas ». Donc Renaud Camus s'adresse à Dupont-Aignan. « Ne vous inquiétez pas, je ne tiens pas à aggraver votre cas, je ne vous écris pas pour vous apporter mon soutien. Ce serait d'ailleurs inutile, vous imaginez bien que vous l'avez déjà. Et comme vous me traitez régulièrement de dingue, apparemment il y a un petit contentieux entre eux, vous êtes un peu couvert de ce côté-là, même quand vous dites la même chose que moi. Si je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est parce que votre procès me semble marquer une date importante dans l'officialisation de la fiction. On voit bien à cette occasion qu'il va devenir interdit non seulement de s'opposer comme on peut à l'immigration de masse, mais même de paraître la remarquer, de la nommer. Déjà, nous vivons dans un monde imaginaire, non pas tant qu'il invente une réalité qui n'est pas, encore que, mais aussi et surtout parce que la réalité qui est s'y trouve totalement oblitérée. Répétez après moi, disent les juges, les journalistes, les sociologues, les libraires. Ce qui arrive n'arrive pas. Ce que vos yeux voient n'existe pas. Ce que votre cœur souffre est une illusion. Un sentiment. Non, votre patrie ne vous est pas arrachée. Non, ce qui fut votre pays n'est pas livré à des étrangers qui le haïssent. Non, il n'y a pas de grand remplacement. Je vais tout vous lire parce que c'est savoureux. Pourtant, l'immigration, achetée jadis en tant que lézard décoratif, est devenue entre-temps crocodile. Il occupe la moitié du salon, l'œil mi-clos. De temps en temps, quand l'humeur taquine lui en prend, il dévore un bras ou une jambe pour passer le temps. Toutefois, la convention est de faire comme s'il n'était pas là. Et de poursuivre la conversation par-dessus lui autour d'une tasse de thé en parlant des horaires des trains tandis qu'il se pourlèche les babines en sang. Invasion migratoire, avez-vous dit, monsieur le député ?
c'était trahir la Convention. Vous auriez pu dire submersion aussi bien, changement de peuple et de civilisation, ou même Horresco Referens, grand remplacement. Vous n'en avez rien fait, j'en témoigne. Il reste que votre procès pourrait bien, par l'imprudence d'un procureur ou de juge trop zélé, percer accidentellement le décor, réveiller les figurants hébétés, révéler le caractère de théâtre ou de télé-réalité de cette France imaginaire où nous vivons, cette France en fait livrée, trahie, remplacée, cette France du fallacieux vivre ensemble, où entre ensemble, ou entre ensemble et vivre, il faut choisir. En fait, c'est plutôt le mourir ensemble. Vous n'avez fait que dire la vérité, vous le savez, les juges le savent aussi, la plupart des Français pareillement, même s'il en est encore quelques-uns pour ne pas savoir qu'ils le savent, ou ne pas vouloir le savoir. Alors parenthèse, c'est vrai qu'en fait, on a l'impression qu'on vit de plus en plus dans un jeu de dupes dont personne n'est dupe. Ça, c'est absolument fascinant. Là aussi, c'est l'éclatement du signe. C'est-à-dire qu'il faut maintenir une fiction, coûte que coûte, à laquelle personne ne croit. Enfin, de moins en moins, je pense. Enfin, j'ai vraiment l'impression que la fiction est de plus en plus... comment dire, enfin, que le côté, enfin, je dirais, en bidon, quoi, complètement bidonné du monde dans lequel on veut nous faire vivre, hein, un monde, en fait, effectivement, où tout se passe bien, le monde de la publicité, quoi, et qui est de plus en plus en décalage avec la vie quotidienne, et que cet univers, alors c'est vrai que, bon, en région parisienne, on est vraiment très exposé à la publicité, il y en a plus qu'en... enfin, je veux dire, en fait, de l'affichage publicitaire dans la rue, par exemple, il y en a un peu plus qu'en province. Et puis, en même temps, bon, voilà, on se retrouve dans le métro, là, avec un 4 sur 3 qui vante les vacances au Club Med, et en dessous, vous avez un clochard qui est en train de crever, quoi. Et voilà. Ce percutage-là, enfin, cette dissonance cognitive permanente, nous ne devons en aucun cas revenir dessus pour nous dire... il y a un problème. Il y a un problème. Je suis censé en fait sourire aux éclats, enfin rire aux éclats, sourire en permanence dans un monde qui est en train de se clochardiser, qui est en train de devenir ultra-violent. Et je n'ai pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de dire qu'il y a un problème. Donc je n'ai pas le droit de revenir, de réfléchir, de faire sur ce mouvement réflexif, ce mouvement critique. Voilà, et c'est pour ça que la zombification consiste à travailler sur la dissociation de l'esprit, hein, devenir capable de dire ce que je vois n'existe pas, donc ça n'existe pas. Hein, il s'agit donc de rééduquer, hein, c'était la phrase d'une journaliste là, sur France 2, là, après les attentats de Charlie Hebdo, qui avait dit « Ceux qui ne sont pas Charlie, nous allons les repérer et les traiter ». Bon, c'était un cri du cœur, mais c'est vraiment ça, hein, et donc dire quelque chose et faire le contraire doit devenir normal, courant, banalisé, quotidien. Et il faut donc travailler à la tolérance jusqu'au bout des dissonances cognitives les plus violentes, hein, pour qu'elles ne soient plus résorbées ni corrigées. Et donc empêcher le mouvement du retour réflexif de la conscience sur elle-même, empêcher de pouvoir se dire quand même il y a un problème, hein, bon voilà, et empêcher la négation. Et faire tolérer au cerveau les contradictions les plus évidentes. Hein, la négation instantanée des faits que l'on a sous les yeux, hein, ou l'affirmation de faits dont on n'a aucune preuve. Donc pas de faits, enfin, l'affirmation de choses dont on n'a pas de preuve. Hein, c'est faire percevoir une réalité en dépit de l'absence totale de preuves matérielles. Bon là c'est par exemple l'affaire Skripal, hein, donc, où enfin, ça tourne beaucoup autour d'empoisonnement et de substances chimiques, là, que ce soit la Ghouta orientale en Syrie ou l'agent double et sa fille dans un square en Angleterre. Il faut donc, pour faire tolérer cet univers disloqué, fabriquer un profil psychologique lui aussi disloqué, parce que sinon il y a un problème. Quand on nous tient une narration parfaitement disloquée et sans matérialité, hein, c'est-à-dire qu'il faut abandonner la matérialité des faits. On doit, c'est un peu aussi cette expression là qui est apparue il y a une dizaine d'années, c'est la vérité post-factuelle. La vérité, c'est ce que dit le pouvoir, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher des preuves, au-delà de ce que disent les médias, par exemple, en tant qu'émanation du pouvoir.
Et ça a été théorisé dès la fin des années 70 par des spécialistes d'opérations psychologiques du Pentagone. Enfin, en fait, puis c'est très ancien. Enfin, c'était un peu aussi déjà présent dans le nazisme. Enfin, c'est le Führerprinzip, quoi. C'est-à-dire, c'est la parole du chef qui l'emporte sur toute forme de rationalité, sur toute forme de recherche expérimentale, d'où ce phénomène de militarisation. C'est-à-dire qu'il faut obéir aveuglément, donc à une autorité, indépendamment du contenu et de toute réalité du discours, des paroles, des ordres qui sont donnés. Et il faut donc être capable de transgresser justement cet instinct de conservation qui vous dit, mais attendez, le chef me dit de passer à l'attaque, mais manifestement on n'en a pas les moyens, par exemple, ou ce genre de choses. Et il faut donc malgré tout passer à l'attaque. Ça a donné des mutineries en 14-18, par exemple. C'est souvent à l'origine de rébellions dans les tranchées, des gens qui, effectivement, des soldats, des poilus, qui disaient mais c'est bon, quoi. Enfin, il va falloir arrêter un jour cette guerre dont nous n'avons pas les moyens, et qui est absurde. Enfin, après les fraternisations là, d'une tranchée à l'autre avec l'ennemi héréditaire. Et voilà. Et donc en fait nous vivons dans une société qui apparemment est très libérale, très libertaire, mais qui en réalité propose un modèle d'embrigadement et de militarisation extrêmement violent, fondé sur la dissonance cognitive permanente. Nous devons obéir sans discuter et croire aveuglément la parole du chef, c'est-à-dire les médias aujourd'hui, et sans jamais la remettre en question une seule seconde, c'est-à-dire sans ce phénomène réflexif sur les représentations qui nous traversent l'esprit. Donc c'est vraiment une fabrication, enfin c'est du conditionnement pavlovien, quoi. Nous devons devenir des chiens de combat, quoi. Et c'est tout. C'est tout. Quand c'est appliqué à l'espèce humaine, on appelle ça un zombie. C'est exactement ça. Le zombie obéit aveuglément à son sorcier qu'il a envoûté, enfin à son patron, quoi. Enfin voilà. Donc effectivement, donc c'est vraiment l'intériorité qui est attaquée, hein, et c'est le principe de réalité. Le principe de réalité de l'esprit, quoi, qui est attaqué et qui est progressivement remplacé, mangé en quelque sorte par un principe de plaisir dans lequel nous devons baigner en permanence. Et ce principe de plaisir que la psychanalyse aussi appelle la jouissance sans limite doit perpétuellement, continuellement recouvrir le réel. En aucun cas, et comment faire pour qu'il ne recouvre pas le réel? Normalement, c'est justement le mouvement réflexif, c'est-à-dire le doute, hein, au sens cartésien. Donc, je vais finir sur les solutions, hein, sur les solutions puisque le titre de la conférence était La France contre les zombies. Donc, quelles sont les ressources de la culture française, par exemple, pour lutter contre cette militarisation, zombification généralisée? Oui, alors non, je vais juste faire un petit point sur quelque chose d'important, c'est que fondamentalement, attendez, en fait, parce que il est quelle heure, en fait, c'est juste, je voudrais savoir, je parle depuis combien de temps là, hein? Ouais, d'accord, bon, donc oui, je vais conclure. Oui, voilà, donc en fait, en ingénierie sociale, il y a un principe qui s'appelle le phishing, hein, c'est l'hameçonnage. En fait, ça consiste en fait à finalement vous promettre une carotte, hein, mais qui va en fait vous faire vous précipiter dans le vide, hein, comme des lemmings. En fait, ça repose sur l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. Et ça consiste en fait à vous promettre donc une récompense, à vous promettre quelque chose de positif, mais à faire passer finalement quelque chose qui va vous détruire. Donc c'est un faux bien pour un vrai mal. Hein. Et en fait le principe, l'hameçonnage repose en général sur un topos, sur une motion psychique qui s'appelle le groupe fusionnel. Et donc, en fait, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que sinon, ça repartit pour 2 heures. En fait, la quête du groupe fusionnel, c'est quelque chose qui nous habite tous. On a tous envie, finalement, de vivre en paix, etc., d'être d'accord avec les gens, quoi. Et en fait, le groupe fusionnel, en réalité, rassemble des gens qui croient être tous d'accord.
Dans les sectes, par exemple, ou dans des mouvements de mode, par exemple, en fait, on voit des groupes fusionnels commencer à se constituer. Ça, en général, bon, ça dure pas très longtemps et ça se finit en bain de sang. Pourquoi ? Parce que ces gens croient être tous d'accord. Aussi longtemps qu'ils croient cela, ils sont dans l'amour. Et quand ils se rendent compte qu'en fait ils ne sont pas tous d'accord, alors l'amour se transforme en haine, avec un sentiment de trahison, donc de promesses trahies, et donc de déception sentimentale. En fait, le groupe fusionnel rassemble des gens qui cherchent à résorber toutes les contradictions, et le meilleur moyen donc de zombifier, c'est de promettre le groupe fusionnel, c'est-à-dire de vous faire avancer sur la base d'une promesse de résolution de toutes les tensions. Ça, c'est effectivement un moteur, un moteur comportemental, un moteur psychologique. Bon, donc en fait, que faut-il faire pour mettre en échec ce stratagème ? C'est lutter contre l'idée que la société doit être un groupe fusionnel. Donc lutter contre le principe de plaisir, c'est-à-dire le principe du plaisir nous conduit automatiquement vers la quête du groupe fusionnel. Donc il faut réintroduire du principe de réalité, c'est-à-dire de la limite. Mais de la limite permettant de l'articulation, c'est-à-dire de la dialectique. Et donc il faut rétablir en fait l'idée comme quoi la politique et la société peut tolérer les contradictions. Et même, c'est au cœur, la contradiction est au cœur du fait politique, du phénomène social. Mais que cette contradiction peut être pacifiée par, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait la verbalisation et l'échange rationnel et tout ce qui tourne autour du champ lexical de la diplomatie. Donc, quels sont les moyens, on pourrait dire un peu culturels, identitaires, franco-français, dont nous disposons pour lutter contre le fantasme de groupe fusionnel qui nous zombifie et qui nous militarise. Nous possédons donc des moyens culturels qui tournent autour en fait de ce qu'on pourrait appeler le cartésianisme, pour aller vite, donc, René Descartes, et tout ce qu'on appelle un peu la grande période, l'esprit classique français, c'est-à-dire Versailles. Le jardin à la française qui s'oppose au jardin à l'anglaise. Donc le jardin à l'anglaise cultive un faux chaos, en réalité c'est parfaitement organisé, mais donne l'illusion de la nature vierge, la nature sauvage. Le jardin à la française c'est exactement le contraire, c'est la symétrie, c'est la culture, quoi. Mais l'affirmation, je dirais, de la culture, c'est-à-dire du surmoi et de la maîtrise de la nature. Je vois dans ce modèle français je sais pas, de fin du siècle Louis XIV, effectivement, en fait, un modèle à relancer de manière tactique, parce qu'après tout, on pourrait relancer aussi le Moyen-Âge, les cathédrales, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la période qui nous concerne, dans la période où nous vivons, cette période de chaos contrôlé, croissant, et je crains que ça continue encore un certain nombre d'années, je pense qu'effectivement, c'est plutôt cette partie de l'histoire de France qui peut avoir des fonctions salvatrices, à mon avis. Et revenir effectivement aux auteurs de cette période, quoi. C'est-à-dire en gros 18e, 17e, et toute cette période du théâtre classique, les Racine, les Corneille, en gros toute cette avec cet âge où la langue française n'a jamais été plus belle. Et avec aussi donc une dimension rationaliste. Qui n'est pas forcément antagoniste avec la foi religieuse, qui peut parfaitement cohabiter, mais qui n'en finit pas pour autant avec le monde réel. Ce que je veux dire avec les faits, avec la démarche, la méthode expérimentale. C'est cette fameuse phrase de Beaumarchais, les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. Lutter contre la zombification ambiante, et lutter contre le virtuel, contre cette espèce de monde virtuel qu'on veut nous inculquer, où en fait on devrait être heureux de mourir, heureux de nous laisser piétiner, heureux de nous laisser détruire, exterminer, génocider. C'est de revenir aux faits, de ne pas rentrer dans de la construction mentale. La construction mentale a toujours quelque chose de virtuel.
Il faut vraiment revenir aux faits, parce que voilà, donc les faits sont sacrés. Il y a une sacralité du fait, il faut l'admettre. Il y a une sacralité de la prudence, hein, et de cette vertu de la prudence dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, même chez Saint-Augustin, a une fonction, enfin, a une dimension utilitariste. Une dimension qui n'est pas d'emblée métaphysique et qui n'est pas d'emblée, théologique, mais qui doit avoir une application concrète pour la vie au quotidien. Hein. Donc sur cette base, attendez, je retrouve plus mes notes. Voilà. Donc comment se protéger contre l'infiltration cognitive et contre la zombification, donc contre finalement le virtuel. Par le retour au réel, hein, et donc effectivement toujours se rappeler cet axiome, enfin cet aphorisme de Beaumarchais, les opinions sont libres, il n'y a pas de problème, mais les faits sont sacrés. Ce qui permet de veiller à sa propre sécurité cognitive et à son autonomie cognitive. Hein, on parle, enfin c'est Rébellion qui parle beaucoup d'autonomie, et effectivement il faut veiller à l'autonomie dans tous les domaines, l'autonomie économique et autres, et c'est parce que c'est synonyme de souveraineté. Hein. Donc qui dit autonomie dit souveraineté, et ça doit être développé, hein, de manière fractale, hein, dans tous les domaines, à toutes les échelles. Comment assurer l'autonomie cognitive, hein? En fait, j'ai modestement une solution. Quand on pense quelque chose, se demander qui dit ça. Là, vous faites un retour réflexif. Vous vous demandez qui dit ça. Est-ce que c'est vraiment moi qui pense ce que je dis là, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? De qui, de quoi? Bon, et après on remonte la chaîne. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait tout simplement, on remonte à la source du message que je prononce, par justement ce retour réflexif, hein, sur les éléments de langage, sur les narrations qui me traversent l'esprit. Donc il faut reconstituer la traçabilité des idées, reconstituer la traçabilité de ce qu'on se raconte, de ce qu'on raconte aux autres, enfin, c'est-à-dire des éléments de langage qu'on utilise, du storytelling, hein, qui nous habite, hein, c'est-à-dire la narration qui nous habite. Hein, et pas d'argument d'autorité, hein, il faut vraiment dépersonnaliser la pensée, pas de dogme, les faits, rien que les faits, tous les faits, rétablir la matérialité des faits. Souvent, moi j'ai remarqué que le débat que j'ai avec des gens, en politique, c'est la plupart du temps, en fait aujourd'hui c'est sur la matérialité des faits. C'est même pas on est d'accord sur les faits et on diverge sur l'analyse. Non, c'est carrément la matérialité des faits. Ce que disait Baudrillard, aujourd'hui le réel est en train de disparaître sous cette vérité post-factuelle, hein, qui est en train de tout recouvrir. Donc en fait, la civilisation, c'est ça aussi, c'est rétablir la matérialité des faits. Donc dépassionner les débats, aussi, avec des raisonnements logiques, appuyés sur des faits. Et donc développer le doute hyperbolique, hein, donc c'est-à-dire le maximum de conscience réflexive. Hein. Alors certes, oui, la réflexion freine l'action, mais parfois il vaut mieux. Hein, c'est-à-dire que l'action irréfléchie conduit aussi à l'imprudence. Voilà, donc, et à la vitesse. Hein, le zombie va vite, hein, je veux dire, il court. Hein, donc les solutions, les solutions françaises, hein, c'est Beaumarchais, Descartes, et le jardin à la française, le nôtre, etc. Et en règle générale, c'est quoi? C'est une culture de la modération. Hein, il faut relancer ce paradigme civilisationnel de la modération. Pour une raison très simple, hein, c'est que fondamentalement la politique ne consiste pas à dire la vérité, ni même à dire ce que l'on pense, mais à définir un discours adapté à la moyenne. Ce qui suppose forcément, effectivement, je dirais, d'être plutôt dans la modération, hein, les extrémismes étant, adaptés aux groupuscules qu'on va militariser, pour les envoyer faire des missions, etc., dans une perspective, qui peut être coloniale ou même à usage intérieur, enfin domestique. Donc je m'en arrête là et je vous écoute si vous avez des questions pour la deuxième partie.